Bien, nous sommes dans la série de plus en plus sévère, de plus en plus abstraite de notre recherche. Et pour le moment, donc, on aura bientôt fini. On aura bientôt fini puisque j'avais prévu un semestre. Ça fera un peu plus du semestre et puis après on verra ce qu'on fait, des choses de moins sévères. Alors, vous voyez, on tient pour le moment comme deux formes état. Et ces deux formes état, elles sont, d'une part, elles ne sont pas spécialement évolutives, elles peuvent être mises en évolution, la seconde après la première, bon. Mais pas forcément non plus. Et surtout, elles ne sont pas du tout égales, elles ne sont pas du tout... Il y en a une qui est relativement bien découpée. C'est l'appareil d'état comme surcodage. Surcodage de flux déjà codés. C'est ce que nous a semblé être l'Empire archaïque. Je ne reviens pas là-dessus. Et puis on avait une seconde forme. C'était plus du tout surcodage de flux déjà codés, ou la machine impériale archaïque, mais c'était quelque chose de beaucoup plus flou. À savoir, c'était partout, partout, et sous les formes les plus diverses. Ce que nous essayons de définir comme les conjonctions qu'on appelait topiques, conjonctions topiques ou qualifiées entre flux décodés. C'était en gros nos deux concepts. Conjonction topique et qualifiée entre flux décodés, c'est très différent d'une machine impériale à surcoder des flux déjà codés. On a essayé la dernière fois de montrer en quoi cette seconde figure était comme inscrite, ou du moins tracée déjà en pointillé dans la première. Mais surtout, la seconde figure, c'est une vraie nébuleuse, puisque les conjonctions topiques entre flux décodés se présentent sous les formes les plus diverses, à savoir, elles correspondent à tous les systèmes de relations de dépendance personnelle. En effet, ce qu'on appellera conjonction topique entre flux décodés, c'est aussi bien les rapports de dépendance institués entre des objets qualifiés et des sujets déterminés. Par exemple, la terre et le propriétaire privé, ou bien l'esclave et le maître, ou bien également des rapports institués entre sujets au pluriel. Par exemple, le chevalier dans la féodalité, le chevalier et le seigneur. Bon. Or, là, c'était tellement divers. Peut-être est-ce que l'on peut comprendre, par exemple, à quel point certains historiens, à un certain moment de l'histoire, ont donné à féodalité une extension en tous les sens. Mais les historiens sont revenus très vite sur ce point et ont dénoncé cet usage extensif de la catégorie de féodalité. En effet, on se trouve là devant tout un ensemble variable, très très variable, d'après toutes sortes de figures historiques, de type de relation de dépendance personnelle. Et la relation de dépendance personnelle, il me semble que c'est exactement l'expression juridique d'une conjonction topique entre flux qui se décodent. Bon, mais c'est extraordinairement, c'est très très nébuleux. Même dans certains cas, on se dit, mais non, il n'y a pas état là-dedans. Il y a un tel émiettement des relations. Ça n'empêche pas que même dans les cas de féodalité, où le concept d'état ne s'applique plus, cette féodalité est en rapport avec un état à l'horizon, avec un appareil d'état à l'horizon. En tout cas, j'en reste là, donc on tient ces deux concepts, ces deux gros concepts. Encore une fois, l'appareil a surcodé des flux codés,
à savoir la machine impériale, d'autre part, les relations de dépendance personnelles en tant qu'elles expriment des conjonctions topiques entre flux qui se décodent ou entre flux décodés. J'insiste, ces conjonctions topiques s'expriment donc dans des relations de dépendance, soit entre un objet qualifié et un sujet déterminé, soit entre des sujets déterminés les uns par rapport aux autres. Vous voyez. Et on était là, bon, et qu'est-ce qui se passe? Vous me corrigez à mesure que je dis quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe après? Non, après entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite entre guillemets. Puisque ce n'est pas forcément de l'évolution. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient après. Je dirais aussi bien qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres figures, outre ces deux grandes figures qu'on a? Et voyez à quel point tout est varié, puisque la seconde figure, je ne peux même pas dire qu'elle est une unité réelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je vais poser la question, là, comme ça, c'est pour nous entraîner un peu, parce que tout le monde sait en gros ce que c'est que le capitalisme, mais c'est une tâche de savoir, et puis tout autre exercice que l'exercice pratique qui consisterait à se dire, eh bien, cherchons un peu une définition. Qu'est-ce qui nous fait dire, eh bien oui, à tel moment ou à tel endroit, il y a ou bien une poussée capitaliste, ou bien il y a quelque chose qui, déjà, se présente comme le capital qui surgit. Ma question, c'est donc, vous voyez tout de suite, est-ce que le capitalisme représente encore un autre concept, outre nos deux concepts précédents? Donc, je voudrais là être le plus clair possible et que vous interveniez, puisque toute ma conclusion va tourner vers des problèmes de politique actuelle, mais pas aujourd'hui. Je dis, moi, il me semble, en lisant Marx, et notamment le Capital, il me semble qu'il y a tout le temps deux définitions du capital. Et ces définitions, elles sont très strictes, c'est-à-dire... Et pourquoi deux définitions? Ben, je pense à une distinction courante dans la logique classique. On distingue dans la logique classique des définitions nominales et des définitions réelles. C'est pas Marx qui dit tout ça, c'est pour essayer de rendre très concret la question quel intérêt y a-t-il à essayer de définir la figure formée par trois droites enfermant un espace. Je peux toujours appeler ça triangle. C'est tout à fait indépendant de la question, est-ce qu'il y a des triangles? À savoir, cette définition ne montre pas la possibilité du défini. Est-ce que trois droites peuvent enfermer un espace? J'en sais rien d'avance. Donc, vous voyez, on appellera définition nominale une définition qui ne nous dit rien sur la possibilité même du défini. Je peux toujours définir un cercle carré. La question de savoir si c'est possible ou impossible. Je peux définir un animal nommé licorne. La question de savoir s'il y a des licornes est une toute autre question. Donc, définition nominale, c'est très simple. Ce que les logiciens appellent une définition réelle, vous comprenez, c'est une définition qui ne se contente pas de définir son objet, mais en même temps montre la possibilité du défini. C'est-à-dire, elle implique une règle de construction, par exemple en mathématiques. Elle implique soit une règle de construction, soit une règle de production, soit une règle d'obtention. Comment obtenir ceci? Par exemple, comment obtenir une figure fermée, définie par trois droites? Si je le dis, je donne une définition réelle du triangle et non plus nominale. Ce que je propose de dire, c'est pour ça que je faisais cette parenthèse, c'est qu'il me semble qu'on peut procéder comme ça pour le capital.
quelle serait la définition nominale du capital, quelle serait la définition réelle du capital. Eh bien, je pars d'un texte de Marx. Je commence par recherche d'une définition nominale. Et je lis lentement un texte de Marx, qui me paraît tout à fait intéressant. Ce fut un immense progrès. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse et ne considéra que le travail tout court. Autrement dit, ni le travail manufacturier, ni le travail commercial, ni l'agriculture, mais toutes les activités sans distinction. Avec l'universalité abstraite, voilà le texte essentiel, avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, on a en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse, à savoir le produit tout court ou le travail tout court, mais en tant que travail passé matérialisé. Peu importe ce qu'il y a de compliqué. Ce que je retiens, c'est avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, on a en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça a l'air très très abstrait cette phrase? En quoi ça peut nous dire quelque chose? Eh bien, je dis, quand on nous parle du capital, qu'est-ce que ça évoque pour nous tout de suite? Le capital, bien entendu, c'est une richesse. Mais quelle richesse? Ben voilà, c'est très curieux. C'est une richesse qui n'est plus ni ceci, ni cela, ni cela. C'est pour parler comme Marx, c'est une richesse tout court. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une richesse qui n'est plus qualifiée comme foncière, ni même monétaire, ni même commerciale, ni même industrielle. La question de savoir si le capital se réalisera dans l'industrie plutôt que dans le commerce est tout à fait différente de savoir quelle est la nature de cette richesse qu'on appelle capital. Notre première réponse, et vous voyez que c'est vraiment une définition nominale, c'est précisément il y a capital lorsque la richesse n'est plus déterminée comme telle ou telle. Elle n'est plus déterminée comme foncière, comme industrielle, comme commerciale, comme artisanale, comme ceci ou cela. Elle est déterminée quoi? Elle est déterminée comme activité créatrice de richesse. Le capital, c'est la subjectivité de la richesse. C'est la richesse en tant que subjectivité universelle. C'est-à-dire, c'est la richesse qui n'est plus qualifiée ou déterminée comme telle objectivement, richesse foncière, richesse monétaire, richesse ceci, richesse cela, mais qui est richesse tout court rapportée à l'activité créatrice de la richesse, à savoir le capital. Le capital, c'est le sujet de l'activité créatrice de la richesse. Vous me direz, mais alors c'est très... enfin, si vous y consentez, vous me diriez, mais c'est très curieux parce que ça existait tout le temps. Non, pas du tout. Notre question devient que sûrement il a fallu une étrange formation sociale pour que la richesse ne soit plus déterminée comme telle ou telle,
mais apparaissent comme richesse tout court, c'est-à-dire apparaissent comme pure et simple subjectivité. Voyez ce que j'entends par la richesse comme subjectivité? J'entends uniquement par la richesse comme subjectivité la richesse rapportée à une activité, c'est-à-dire au capital, et les rapporter au capital lorsqu'elle n'est plus déterminée sous l'aspect objectif de telle ou telle qualité, richesse foncière, richesse artisanale, richesse commerciale, richesse monétaire. Peut-être que ça va s'écrire. Donc on peut dire à la fois, mais ça existait tout le temps abstraitement. Oui, mais comment ça se fait qu'aucune formation sociale n'ait eu même l'idée de dégager une telle notion, ce concept de la richesse abstraite et subjective? Évidemment parce que tout s'y opposait. Le concept abstrait ne peut surgir que dans les conditions d'une formation sociale concrète, ce qui va poser pour vous toutes sortes de problèmes. Bon, alors je dirais, la définition nominale du capital, c'est donc exactement ceci. Enfin, ce que je propose, c'est la richesse qui n'est plus qualifiée comme telle ou telle, donc la richesse devenue subjective. Et dès lors, richesse tout court. Elle pose, le capital, pose la subjectivité universelle comme sujet de la richesse quelconque. Donc vous me direz, tout ça c'est bien de la philosophie. Oui et non, pas de la philosophie du tout. Parce que, essayons de dire concrètement, je ne sors pas de mes exigences d'une définition toute nominale, mais à quoi on reconnaît vraiment le capitalisme? Évidemment, avec le capitalisme, il y a une mutation de la propriété et de la conception de la propriété. La propriété est capitaliste quand est-ce que la propriété est capitaliste? Là, c'est des manières de reconnaître les choses. Je crois que la propriété est capitaliste, justement, je recommence, lorsqu'elle n'est plus qualifiée comme telle ou telle. C'est-à-dire lorsque la propriété est devenue propriété de droits abstraits. Mais les droits abstraits, qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ces droits, ce n'est pas une abstraction, le capital. Donc dire la propriété du capital, c'est la propriété de droits abstraits. Ça veut dire évidemment de droits abstraits qui en tant que tels sont convertibles. Convertibles en quoi? En tout ce que vous voulez. Convertibles en terre, convertibles en argent, en monnaie, convertibles en moyens de production. Mais c'est une grande erreur, et les économistes le rappellent toujours, d'identifier, enfin, en tout cas les économistes marxistes rappellent constamment, que c'est une grande erreur d'identifier le capital avec les moyens de production. Bien plus, même on ne comprendrait rien au mécanisme du profit, je crois, du profit qui est essentiel au capitalisme, si on identifiait le capital et les moyens de production. Pourquoi? Parce qu'on ne comprendrait pas le mécanisme essentiel par lequel se fait une égalisation du taux de profit qui suppose que le capital parcourt à la fois les secteurs de production et les moyens de production les plus différents. Le capital, ce n'est pas le moyen de production ou le bien d'équipement, c'est, comment dire, le fond, au sens à la fois philosophique et commercial, c'est le fond quantitatif et homogène qui s'investit dans les moyens de production. En d'autres termes, la propriété capitaliste, c'est la propriété de droits abstraits convertibles à travers toutes les déterminations concrètes et notamment et éminemment les moyens de production. Pourquoi je dis notamment et éminemment? Parce que sans doute pour faire surgir la sphère autonome des moyens de production, il fallait que la propriété porte sur des droits abstraits convertibles. Donc c'est une confirmation immédiate
Je veux dire, la propriété sous la forme capitaliste n'est plus celle de la terre, de ceci, de cela, et les propriétés de droits abstraits. Ça revient exactement à la même chose, c'est-à-dire la richesse a cessé d'être déterminée objectivement sous telle ou telle forme pour être rapportée à l'activité productrice de richesse, à savoir le capital. La richesse quelconque. Or, c'est très curieux, je dis, qu'est-ce qui le prouverait? Deux choses le prouveraient. Je cherche à rendre ça concret. Deux choses le prouveraient, où je cite là mes auteurs, pour ceux que tous ces points intéressent. Quand on s'interroge sur l'accumulation dite primitive du capital, c'est-à-dire la manière dont les premiers capitalistes, avant même la formation d'un système capitaliste, ont organisé une accumulation du capital. Les auteurs qui étudient cette question historique, puisque là c'est un problème d'histoire, qui étudient de près cette question historique, montrent très bien que ce dont les capitalistes se sont rendus, ce dont les premiers capitalistes se sont rendus maîtres, et qui a permis l'accumulation primitive, c'est la propriété de droits abstraits. C'est pas la propriété de terre, c'est la propriété de droits abstraits sur la terre. Au point que ils ont acheté la terre à un moment où elle coûtait peu cher. Il a fallu toutes sortes de circonstances, évidemment. À la fin de la féodalité, ils achètent la terre au moment où, pour des raisons X, elle coûte peu cher. Ils la revendent à un moment où elle coûte cher et convertissent leurs droits de terre en moyens de production. Donc l'accumulation primitive, dite primitive, ce qu'on appelle l'accumulation dite primitive du capital, montrerait très bien que la propriété capitaliste s'est constituée en prenant pour objet des droits abstraits. Autre point, vous entendez mal? Ouais, ben je vais m'efforcer de parler plus fort. Deuxième point, deuxième confirmation. C'est l'attitude du capitalisme par rapport précisément à un phénomène dont nous avons vu qu'il jouait un très grand rôle au niveau des empires archaïques et aussi au niveau de la seconde forme, des états topiques, à savoir l'attitude du capitalisme par rapport à la rente foncière. C'est-à-dire que le capitalisme, il a toujours tendu, sauf cas exceptionnel, dont il faudrait tenir compte, mais en gros, on peut dire qu'une tendance fondamentale du capitalisme, c'est l'inhibition ou même la liquidation de la rente foncière. Vous voyez en quoi c'est une confirmation, c'est-à-dire c'est la marque que la richesse n'est plus définie par une propriété de la terre ou une propriété de ceci, de cela. Mais précisément, la propriété est elle-même propriété de droits abstraits. Et la richesse surgit comme capital lorsque la richesse n'est plus rapportée à telle ou telle qualité. La rente foncière, ça a toujours été, pour le capitalisme, une espèce de poids. Dans une canne, si on devient tout rouge, c'est bon. Si on devient bleu, c'est très très mauvais ça. Qu'est-ce que je suis? Rouge. Très bon, ça va. Alors, comment ils arrivent? C'est très lié ça à l'histoire du capitalisme à ses débuts. La manière dont on va conjurer la rente foncière. Il y a eu deux manières, et là, Marx l'explique très bien, très très bien. Et ensuite, ça a été repris par des spécialistes des problèmes agricoles. Ça a été à la base des rapports capitalisme-agriculture. Ils n'ont jamais aimé l'histoire du propriétaire foncier, qui soit sous la forme publique du despote, soit sous la forme du propriétaire privé, recevait une part du profit d'entreprise
et s'attribuait cette part sous forme de rente du sol, rente foncière. Ils n'aiment pas ça, évidemment. Et comment ils ont fait concrètement? Il y a eu deux voies historiquement. Il y a eu la voie anglaise et il y a eu la voie française. Je veux dire, tout ça, c'est pour un peu nous introduire dans des problèmes politiques plus concrets qu'on verra prochainement. La voie anglaise, ça a été très curieux. Il y a eu, c'est ce qu'on appelle là typiquement une alliance de classe dans les deux cas. Il y a eu une très curieuse alliance de classe entre les entrepreneurs anglais, la bourgeoisie anglaise, si vous voulez, entre la bourgeoisie anglaise et les producteurs agricoles américains, pour court-circuiter la paysannerie anglaise. Et pourquoi? C'est là que, si je développe cet exemple, c'est parce qu'on en a tout à fait besoin. Parce que la terre à blé américaine ne comportait pas de rente foncière. Et pourquoi que la terre à blé américaine, elle ne comportait pas de rente foncière? Vous comprenez tout de suite, si vous avez saisi le chemin que j'ai essayé de faire les autres fois sur la rente foncière implique précisément la comparaison entre des territoires simultanément exploités. À savoir, le territoire le moins mauvais rapporte une rente par rapport au territoire le plus mauvais, qui lui n'en rapporte pas. Mais dans le thème de la constitution de l'agriculture américaine, avec le déplacement des frontières, l'occupation des terres à blé, la constitution des grandes terres à blé, etc. Il n'y a pas de rente foncière. Mais c'est la fameuse histoire américaine que la frontière américaine, c'est pas du tout comme les frontières européennes. La frontière européenne, elle détermine un ensemble. La frontière américaine, elle marque chaque fois l'endroit à dépasser, à déplacer. Donc, le blé américain ne payait pas de rente foncière. La bourgeoisie anglaise fait de l'importation massive. Elle fait une espèce d'alliance. Entrepreneur agricole américain, bourgeoisie anglaise. Le paysan anglais, là, il est comme coincé. Et le propriétaire anglais, à savoir ce que les Anglais appelaient le landlord, il est possédé. C'est sur son dos que sera l'alliance capitaliste, bourgeoisie anglaise, entrepreneur agricole américain. Vous voyez que c'est une manière de tourner la rente foncière. En France, c'est à la même époque, c'est le même problème pour le capitalisme français. La solution est complètement autre. C'est un cas où précisément on voit la variété des solutions possibles. Tout ça, c'est question de politique, c'est aussi pas question de pur choix. La France, elle choisit, au contraire, la petite propriété parcellaire du paysan. C'est une autre manière de liquider la rente foncière. Elle favorise la petite propriété parcellaire du paysan exploitant. Ça implique que le petit paysan exploitant soit garanti, que notamment il ait un niveau de vie supérieur à celui de l'ouvrier. Ça a été vrai longtemps en France. Cette fois-ci, donc je dirais en France, c'est l'alliance de la bourgeoisie avec la petite paysannerie, qui a été fondamentale, qui dans tout le 19e siècle français a été fondamentale. Et puis il y a longtemps que c'est fini ça. Je veux dire, il en reste des choses dans nos provinces. Mais enfin, c'est fini en gros. Mais ça a été fini par quoi? Il me semble que c'est très intéressant les vraies raisons pour lesquelles ça a été fini. Ça impliquait notamment cette alliance bourgeoisie, qu'est-ce qu'on met dans le dos? Cette alliance bourgeoisie, petite paysannerie, elle impliquait une politique protectionniste. On a gardé beaucoup de protectionnisme. Là, il y a une espèce de pesée de l'histoire, les problèmes agricoles français, et encore actuellement avec les problèmes de l'Europe. Le protectionnisme français est dans une situation qui, en effet, pose toutes sortes de problèmes politiques. Mais
Je dis, ça n'empêche pas que cette vieille alliance, petite paysannerie bourgeoisie en France, il y a longtemps qu'elle a fait son temps, quoi. Mais elle a fait son temps sous quelle pression? Je crois qu'une des raisons principales, ça a été l'Algérie. Ça a été l'Algérie. Parce que là, alors, on trouverait quelque chose qui a rapproché la France d'une solution de type anglais, mais sous une toute autre forme, à savoir, les vignobles algériens ne payaient pas de rente, et les terres étaient arrachées à leurs propriétaires. Donc il n'y avait pas de rente foncière. C'est la dépossession, c'est l'expropriation. C'est forcé, il y a un courant d'air, non? Oui. Or, comme je suis au centre du courant d'air, c'est pour ça que je... Vous comprenez, là, ça a été... C'est l'Algérie qui a permis pour la France, grâce à tout un système d'expropriation, de ne plus passer par l'alliance avec la petite paysannerie. Il fallait évidemment qu'il y ait des terres à exproprier. Bon, cet exemple donc je viens de le développer, pourquoi? Uniquement pour confirmer l'aspect de cette définition nominale. Je répète, c'est lorsque il y a capital. Capital n'est pas n'importe quelle richesse, même nominalement. Capital n'est pas n'importe quelle richesse. D'autre part, capital n'est pas identique à moyen de production ou possession, propriété des moyens de production. Capital, c'est la richesse abstraite, c'est-à-dire la richesse devenue subjective. Comprenez bien, je dis devenue subjective pour distinguer cette richesse-là d'une richesse qui serait déterminée objectivement comme telle ou telle, comme richesse foncière, richesse monétaire, richesse commerciale. Ah non, comme dit Marx. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse. Il s'élevait à l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse. Et par là même, il avait en même temps, c'est ça qui devient l'essentiel, et par là même, il avait en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse, à savoir le travail, qui de son côté n'était plus déterminé comme ceci ou cela, mais comme travail quelconque. En d'autres termes, la subjectivité abstraite de la richesse était immédiatement réfléchie dans le travail abstrait. Voyez, vous comprenez? C'est pour ça que j'insistais sur le capitalisme apporte un nouveau mode de propriété, la propriété des droits abstraits. Oh, mon Dieu. Quoi? Ah, c'est pas dans le Capital, ça. Ce texte, c'est Introduction générale. Ah, oh. Introduction générale à la critique de l'économie politique, 1857, dans la Pléiade, tome 1, page 258. Alors, je touche presque à un premier résultat. Je sais que c'est ennuyeux tout ça, mais enfin, ça fait rien. Ça fait rien. Je touche à un premier résultat, je dirais, définition nominale du capital. Est-ce que, il faudrait juste que vous compreniez mieux, je dirais, c'est le capital, c'est le rapport entre un sujet universel, j'aime bien parce que ça a l'air de strictement ne rien vouloir dire, et en même temps ça me paraît extrêmement opératoire, c'est le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme objet quelconque.
Je veux dire, je pense, alors, pour faire facile, je pense à la formule du cogito. Je pense, vous voyez, du cogito chez Kant, pour ceux qui savent ça. Le cogito chez Kant s'exprime comme ceci. Je pense, et en tant que je pense l'objet quelconque. À savoir ce que Kant appelle, d'un mot très beau, l'objet égale X. Bon. Je dis toute proportion gardée, et bien dans le capitalisme, il y a quelque chose de semblable. Il y a le rapport entre l'activité créatrice de richesse sans autre détermination et l'objet quelconque, le travail abstrait. C'est donc le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme quelconque. Si vous m'accordez ça, mais encore une fois, c'est complètement, c'est très curieux cette histoire, parce que comment ça peut fonctionner? On va voir comment ça peut fonctionner. Et vous voyez que je suis bien dans une définition nominale, puisque Dieu merci, Dieu soit loué, nous n'allons pas vite. Rien de ce que je viens de dire ne montre la possibilité de cette chose que je suis en train de définir. Je dis le capital, c'est ceci, mais on se dit, on devrait se dire, mais mon Dieu, comment une pareille chose peut-elle exister? Rien dans ma définition ne le montre, heureusement, puisque je voulais qu'il en soit ainsi. Or, juste, je tire une première conclusion, et puis après je voudrais qu'on se repose et que vous réagissiez à ce premier point. Mais on va très progressivement, donc il ne faut pas me faire des objections qui engageraient le second point. Je dis, si vous suivez ça, définition nominale du capital, cette définition qui paraît presque une définition tirée, je ne sais pas, du romantisme allemand, de la philosophie allemande du XIXe siècle. Le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme quelconque. Et c'est forcé que, dès lors, le capital, ce soit l'opération par laquelle le sujet posé comme universel, à savoir la richesse tout court, s'approprie l'objet quelconque, à savoir le travail. Puisque la propriété comme propriété des droits abstraits va précisément permettre cette opération. Vous voyez, donc tout va bien, tout va très bien. Mais je reviens. Je répète, c'est de l'incantation. Rapport entre un sujet universel et un objet quelconque. Bien. Oh, voilà. Je peux déjà dire, ce n'est plus une conjonction topique. Là, on a un critère. C'est plus du tout le domaine des conjonctions topiques. Vous vous rappelez que ce qu'on appelait une conjonction topique, c'était un rapport soit entre un objet déterminé et un sujet qualifié, soit entre des sujets déterminés les uns par rapport aux autres. C'était ça la conjonction topique entre les flux décodés. Qu'est-ce que je trouve maintenant? Maintenant, il faut une figure complètement différente, en un sens effarante. Ce n'est plus une conjonction topique, puisqu'en effet la richesse a fini. Elle n'est plus déterminée comme ceci ou comme cela. L'objet de la richesse, à savoir le travail, n'est plus déterminé, n'est plus qualifié. Travail quelconque et richesse abstraite. Or, alors, c'est quoi? Ça n'est plus, nous sommes sortis du domaine des conjonctions topiques, on est entré dans quoi? Je cherche un mot pour bien opposer, je dirais, c'est un autre domaine. C'est comme si c'était maintenant une sorte de grande, là, d'immense conjugaison, une conjugaison généralisée des flux décodés. On a dépassé les conjonctions topiques et qualifiées pour entrer dans une espèce de conjugaison des flux décodés comme tels. Et alors prenons le mot
que je l'introduise tout de suite pour que vous sentiez ce qui va venir. Risquons, mais je ne cherche pas à le justifier pour le moment. Est-ce que c'est pas ça quelque chose du genre de ce qu'on appelle une axiomatique? On est entré dans une toute nouvelle machine. Une axiomatique définie comme conjugaison généralisée des flux décodés. Donc vous voyez que j'oppose la conjonction topique et la conjugaison généralisée. Je dirais, ben oui, c'est une axiomatique des flux, qui se distingue absolument des conjonctions qualifiées. Pourquoi je peux dire déjà axiomatique? Vous le sentez, si peu que vous sachiez, parce que précisément on parle d'axiomatique, lorsqu'on se trouve devant de bizarres systèmes qui nous parlent de l'objet quelconque, et qui considèrent l'axiomatique, c'est précisément le système des éléments considérés comme éléments non qualifiés. Lorsque vous vous trouvez devant un traitement d'éléments présentés comme non qualifiés, c'est-à-dire comme n'étant ni ceci ni cela, comme n'étant pas déterminés sous telle ou telle forme, un tel traitement, quel qu'il soit, on aura à se poser la question qu'est-ce que ça peut être, un tel traitement, mais un tel traitement s'appelle précisément et constitue une axiomatique. Chaque fois qu'un élément est déterminé ou qualifié, vous savez d'avance que ce n'est pas de l'axiomatique, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas de l'axiomatique. Donc mon mot axiomatique est vaguement, je dirais, avec le capitalisme, commence en effet une nouvelle machinerie. L'axiomatique des flux décodés, qui déborde de toutes parts les conjonctions topiques qu'on avait vues précédemment. Et en effet, il n'y a plus de relation de dépendance personnelle, il n'y a plus qu'un seul et universel sujet, ce que Marx appelle parfois dans des textes de jeunesse, l'énergie cosmopolite. L'énergie cosmopolite qui s'attribue l'objet quelconque, à savoir le travail abstrait. Voilà, ça c'est mon premier point sur la définition nominale. On sort immédiatement la question suivante. Bon, comment c'est possible? Est-ce que ça existe, ça? Si vous acceptez cette définition du capital, qui consiste surtout à refuser que le capital soit défini par la propriété des moyens de production. L'investissement dans les moyens de production découle de la définition du capital et pas l'inverse. Eh bien, vient en second lieu la question de la définition réelle. Montrer la possibilité d'une pareille chose. Bon, courte pause pour s'il y avait... Il faudrait que ce soit très très clair dans la mesure où ceux que ça intéresse, en tout cas, il faudrait que ce premier point soit très très clair. Oui. Ça peut être servi plutôt que de questions sur la définition nominale, d'introduction à la définition réelle. Mais il me semblait qu'intervenait, alors ça va tout à fait dans le sens de ce que je dis, mais plutôt au niveau d'une modification conceptuelle ou abstraite de l'événement de la rencontre frontière et de la nouvelle détermination des échanges. Ça serait une modification au niveau du facteur vitesse qui se concrétise dans une accélération de la circulation. Et alors ce processus, on s'en aperçoit au niveau de toutes les analyses historiques, la manière dont la rotation des nucléaires, la manière dont vont arriver tout un tas de nouveaux éléments qui ne pouvaient pas arriver, tels que par exemple la construction de... Je dis ça parce que c'est quasiment... ça va de pair avec le changement de statut de la rente foncière, la construction d'immeubles de rapport. C'était jamais vu. Et ça me fait penser au fait que dans la définition que tu donnes de l'axiomatique, en musique se passe à peu près le même processus. C'est-à-dire que il y a une accélération du facteur vitesse et la rotation au niveau de la circulation même, qui dans les musiques de type axiomatique, qu'on trouverait grossièrement, donc ça demanderait une analyse beaucoup plus fine, dire les musiques de type digital qu'on fait à l'heure actuelle à l'IRCAM, c'est qu'on traite du matériau non qualifié, et que c'est sur la vitesse de circulation de ce matériau qu'on va avoir un nouveau type de musique qui sera de type axiomatique. Les éléments vont avoir leur qualification de ce type de traitement.
et ce qui était absolument impensable avec les matériaux standards, mettons les instruments. Complètement, parce que, en effet, mais ça on était d'accord quand on en parlait à d'autres moments. S'il y a un rapport entre la musique et le capitalisme, pas au sens où toute musique est capitaliste, mais au sens où, non, en un sens plus, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'au moins, il y a un large domaine commun qui est le traitement des flux. La manière dont la musique se trouve devant un problème des flux sonores et la manière dont le capitalisme se trouve devant les flux, ça ne peut pas être sans aucun rapport. Alors, ce que dit Pinas, c'est très juste, il me semble, c'est que l'histoire de la musique occidentale fait que, là aussi, on pourrait fixer des musiques, comment dire, opérant par surcodage, des musiques opérant par conjonction. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, c'est évident qu'il y a une espèce de décodage généralisé des flux sonores. Sous forme de, précisément pour des raisons à la fois technologiques, pour des raisons de toute nature. Et qu'à ce moment-là, des musiques de type axiomatique deviennent possibles. Ouais. Alors, la deuxième partie, ça a beaucoup plus à voir avec la définition réelle qu'avec ce que tu as dit, la définition nominale. C'est ce que je voyais comme accélération de la circulation, donc le facteur vitesse, qui me semble être fondamental, mais que je n'arrive pas à placer. Est-ce que tu le considères, mettons, à un niveau et un type d'exemple, bien que l'exemple soit mal choisi, comme étant une résultante du changement de statut de la rente foncière, par exemple, ou comme au contraire, étant quelque chose qui a provoqué, dans un mouvement général, le déplacement du statut de la rente foncière? Non, je dirais que les phénomènes d'accélération, c'est une dépendance de l'axiomatique, oui, ça doit en découler absolument nécessairement. Mais ça fait intervenir de toute autre dimension qu'on n'a pas du tout vu encore. Pour moi. Je vais poser une question. Est-ce que dans l'idée dans les définitions du PHL nominal, avant de parler de conjugaison des flux, est-ce qu'il ne faudrait pas dire qu'au niveau de la définition nominale, on a deux flux, le flux de richesse et le flux de travail, déterritorialisés ou décodés, qui sont absolument hétérogènes ou virtuels. Et que, justement, l'idée du capital, c'est l'idée d'un rapport d'abord différentiel entre ces deux flux, et secondairement, lié à cette idée, l'idée d'une conjugaison. Mais on ne peut pas dire véritablement que le capital, c'est la conjugaison. Si on reste au niveau d'une définition nominale, il faut dire que c'est l'idée d'un rapport, ou l'idée d'une conjugaison. Ah, sans restriction, oui, oui, oui. Absolument. Mais à mon avis, tu viens de dire, ça va en plus me permettre d'aller vite, tu viens de dire ce qu'est la définition réelle. Alors, là où tu as très bien vu, toi, c'est que j'avais pas le droit déjà de dire conjugaison, puisqu'il n'y avait pas de conjugaison au niveau de la définition nominale. La conjugaison impliquerait quelque chose que j'avais pas encore dit, et que toi tu as dit. Au niveau des flux qui viennent de ce que les économistes appellent des accumulations primitives, est-ce qu'un flux de richesse, c'est un problème? Est-ce qu'un flux de richesse comme ça, c'est du capital? Aussi, c'est une question à poser. Est-ce que c'est pas, justement, dans l'idée du rapport différentiel ou dans l'idée de la conjugaison avant leur effectuation, c'est plutôt par cette idée et dans l'effectuation de cette idée que le flux de richesse ou le flux monétaire devient capital. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, tu as raison de dire la définition nominale me permet de dire, je l'ai un peu débordé, mais ça ne faisait rien, c'était pour préparer le passage. La définition nominale ne peut s'énoncer que sous la forme suivante, le capital c'est le rapport entre le sujet universel, c'est-à-dire l'activité, la richesse rapportée à une pure activité et non plus qualifiée comme ceci ou cela, d'une part, et d'autre part, le travail posé comme abstrait et non plus déterminé comme ceci ou cela.
pur rapport. La comtesse a complètement raison, je peux poser qu'un pur rapport d'appropriation. Et sans du tout montrer encore comment il est possible. Mais comment il est possible, si je passe à la définition réelle, Comtesse vient de le dire. Et on voit tout de suite que le capitalisme, c'est vrai. Encore une fois, je reviens tout le temps là-dessus. Je trouve que les historiens ont raison, ceux qui disent en tout cas. Mais le capitalisme, il pouvait se produire ailleurs, il pouvait se produire avant, il pouvait ne pas se produire du tout. Il a fallu quelque chose de très bizarre de l'ordre d'une rencontre. Une rencontre, il y a une contingence fantastique du surgissement du capitalisme. Contingence au double sens, encore une fois. Il aurait pu ne pas se produire, il pouvait se produire ailleurs. Pourquoi une rencontre? Eh bien, on va retrouver les mêmes données que dans notre définition nominale, mais tout à fait autrement organisées. Et là aussi, Marx, cette fois-ci, d'une part dans les Grundrisse, d'autre part dans le Capital, insiste beaucoup sur le point suivant, et il me semble, c'est un des points les plus forts de l'analyse de Marx. C'est que, précisément, il a fallu comme deux séries. Voyez ma définition nominale, le rapport entre la pure activité subjective de la richesse et le travail comme travail quelconque. Donc, le pur rapport entre le sujet universel et l'objet quelconque. Je disais, c'est déjà par là que les conjonctions topiques sont dépassées. Et comment c'est possible? Marx nous montre très bien qu'il a fallu historiquement la constitution de deux séries hétérogènes, comme vient de dire Comtesse. Il a fallu d'une part un véritable mouvement, mais là encore le mot s'impose, un mouvement de déterritorialisation du travail. Déterritorialisation du travail, ça veut dire toute la manière dont, dans le courant de la féodalité et à la fin de la féodalité, le travailleur est arraché à la terre. Sous quels facteurs? Sous toutes sortes de facteurs. Des facteurs internes, des facteurs externes. Facteurs externes, les dernières grandes invasions. Facteurs internes, les changements de l'économie et la crise du servage. Tout ce que vous voulez. En d'autres termes, une première série qui, à travers de nombreux avatars, une série elle-même très très variée, hein, pas du tout monotone, une série follement variée, qui finit par produire ce que Marx et d'autres appellent le travailleur nu. Le travailleur nu. Ou le travailleur libre. C'est-à-dire le travailleur qui n'est plus déterminé ni comme esclave, ni comme serf, ni comme ceci, ni comme cela, mais comme pur propriétaire d'une pure force de travail abstraite. Il est déterritorialisé, il n'est plus rapporté à une terre. C'est la production du travailleur nu, qui constituera la base du prolétariat. Or ça, il faut une série historique pour produire le travailleur nu. C'est-à-dire le travailleur qui n'est plus que propriétaire de sa force de travail. Et cette série, encore une fois, fait intervenir des causes et des circonstances extrêmement variées, qui parcourent toute la féodalité et la fin de la féodalité. Mais d'autre part, ça ne suffit pas du tout. Comme dit Marx dans un très beau texte, il ne suffisait pas que les conditions soient réunies pour la formation d'un travailleur nu, richesse artisanale, commerciale, et deviennent propriété de droit abstrait investissable dans des moyens de production. Donc les deux séries, c'est la production d'une richesse indépendante et la production d'un travailleur nu.
Et comme dit Marx très bien, on peut concevoir que l'un soit donné et pas l'autre. À ce moment-là, vous n'aurez jamais le capitalisme. C'est comme si c'était la rencontre de deux séries très très différentes. Vous me direz, au besoin, les mêmes facteurs chevauchent. Par exemple, la déterritorialisation du travailleur s'accompagne d'une transformation de la richesse du côté du propriétaire. C'est évident. Donc il y a des résonances d'une série à l'autre tout le temps. Mais ce n'est pas sous le même aspect. Il y a bien deux richesses. Il y a bien, pardon, deux séries. Et il a fallu cette rencontre entre la richesse indépendante et le travail abstrait ou le travail nu. Et c'est ça qui a rendu possible et du coup effectué le capitalisme. Alors, à ce niveau, je peux réintroduire, en effet, conformément aux remarques de Comte et Srivaleur, l'idée qu'en effet, c'est la conjugaison de deux flux décodés au maximum. Et je peux ajouter, là, comme une espèce de demande, ben oui, les conjonctions topiques qu'on a vues précédemment, elles portaient déjà sur des flux décodés, mais d'une certaine manière, elles les empêchaient de se décoder davantage. Elles arrêtaient localement, elles arrêtaient provisoirement le décodage. C'est comme si on avait refait un nœud, c'est comme si on avait refait une capture. Mais au niveau de la conjugaison généralisée, il faut que, et le flux de travail déborde toutes les conjonctions topiques. Pour aboutir à la formation de cette espèce de monstre, quoi, le travailleur nu, il faut que la richesse, le flux de richesse, déborde toutes les conjonctions topiques pour arriver à la formation de cette espèce de monstre, le capital. Et à ce moment-là, oui, il y a la rencontre. Il y a la rencontre entre ce travailleur nu qui n'a que sa force de travail, dans le schéma marxiste, et ce propriétaire abstrait, qui est le capitaliste. Donc la définition réelle du capital, ce sera la rencontre entre les deux séries hétérogènes, dont l'une a pour aboutissement la production du travailleur nu, et l'autre pour aboutissement la formation du capitaliste indépendant. Voyez donc que c'est un niveau à la lettre de flux décodé qui va beaucoup plus loin, qui a débordé même les conjonctions topiques. Et à la limite, encore une fois, il n'y a plus qu'un seul sujet, le capital, un seul objet, le travail. C'est ça, donc, que l'on appelle la conjugaison généralisée des flux décodés. Le sujet universel se réfléchit dans l'objet quelconque, à savoir le travail abstrait. C'est le capitalisme en tant qu'axiomatique. Alors là, je suis allé beaucoup plus vite, parce que peu importe, c'est pas... Je signale que, à ma connaissance, un des textes où est le mieux commenté cet aspect de Marx sur l'indépendance des deux séries, et dans le livre d'Althusser, Lire le Capital, c'est le texte de Balibar. Balibar insiste énormément sur le caractère contingent de la rencontre entre les deux séries. Il montre par exemple comment, à Rome, et Marx, il y a des lettres de Marx, où Marx lui-même soulignait ce point. Pourquoi le capitalisme ne s'est pas produit, demandait Marx, dans l'Empire, à Rome, même avant l'Empire, où se réunit en effet une espèce de masse de travail nu, une espèce de masse de types qui sont complètement, qui sont expropriés, de petits paysans expropriés, qui sont réunis dans la ville et qui n'ont plus que leur force de travail. Donc il y a une série presque du capitalisme qui est donnée. L'autre série n'est pas donnée. Face à cette masse presque de sous-prolétaires, la plèbe ancien petit propriétaire exproprié, ne se réunit pas, ne se forme pas.
l'autre terme nécessaire, à savoir le capital indépendant. La richesse reste foncière, elle reste monétaire sous la forme de l'usure, elle reste commerciale, etc. Elle ne devient pas capitale. Donc, à ce moment-là, pour d'autres raisons, Marx cite Byzance, comme là aussi, des éléments, toutes sortes d'éléments étaient donnés. Pour d'autres raisons, des historiens citent l'Empire chinois vers le XIIe siècle. Toutes sortes d'éléments étaient donnés. Pour toutes sortes d'éléments, pourquoi? Toujours pour cette espèce de décodage de flux qui entraînerait cette conjugaison constitutive du capital. Et là aussi, il y a un pouvoir impérial trop fort qui empêche, qui refait des conjonctions, qui va empêcher cette formation capitaliste. Alors, d'où la double impression, ça devait arriver, forcément ça devait arriver, une chose comme ça. Mais ça a bien failli ne pas se faire, ou bien ça aurait pu arriver bien avant. Ça réintroduit beaucoup de contingences dans l'histoire. Il a fallu toutes sortes de variables entrer en jeu. Bon, si vous m'accordez tout ça, notre question éclate. Je veux dire la question qui nous concerne dans notre travail. À savoir, mais si vous m'accordez ce système, ce nouveau type de formation, qui n'opère plus par surcodage de flux, qui n'opère plus par conjonction topique, mais qui opère par conjugaison généralisée des flux décodés, c'est-à-dire par axiomatique, eh bien, notre impression immédiate, c'est que quel besoin encore qu'il y ait des appareils d'État. À première vue, il n'y a plus aucun besoin. Dans les autres cas, les réponses étaient nuancées. Dans le premier cas de notre empire archaïque, là, la réponse, elle allait de soi. Il faut bien un appareil d'État parce qu'il n'y a que lui, comme appareil impérial, qui soit capable d'opérer le surcodage. Dans le second cas, on a vu, l'appareil d'État devient extraordinairement flou, nébuleux, par exemple dans la féodalité. Mais si flou, si nébuleux, quand même le système des pouvoirs se réfère à l'horizon, un appareil d'État virtuel ou présent ailleurs, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut bien des appareils de pouvoir très précis pour opérer les conjonctions topiques. Mais là, au point où nous en sommes, si ce coup, il semblerait que, un peu comme dans une axiomatique, tout se fait automatiquement. Comme dit Marx à merveille, pourquoi est-ce que Marx déteste l'idée de Proudhon, la propriété c'est le vol? Il trouve ça stupide, hein, cette idée. Il déteste ça, des formules comme la propriété c'est le vol. Il trouve que c'est, comment dire, c'est pas un bon mot d'ordre, quoi. C'est absolument pas le vol, la propriété. Comment ce serait? C'est pas possible. Pour une raison simple, comme il dit, le travailleur, dit Marx dans des textes qui m'apparaissent très brillants, il dit, le travailleur, bien sûr, il est exploité, il est extorqué. Mais il ne faudrait pas prendre ça pour un prélèvement sur la peau. Parce qu'il est extorqué, d'accord, mais dans le cadre d'un système qui le produit à la fois comme étant celui qu'on extorque et qui produit l'extorsion. Il ne précède pas. En d'autres termes, et là Marx va très loin, je cite, c'est des notes de la fin de Marx qui sont les notes sur Alfred Wagner, qui était un économiste de droite contemporain. Dans les notes sur Wagner, Marx dit très bien, mais le capital est un droit et le capitaliste n'extorque que ce que le droit lui permet d'extorquer. On ne peut pas mieux dire, mais il me semble que c'est parfait. En effet, la propriété du capital, c'est la propriété de droits abstraits. Et c'est au nom de ces droits abstraits que se fait l'extorsion de la plus-value, à savoir le rapport avec le travail. Donc c'est pas du tout un vol, évidemment. Bon, mais ça va de soi. Mais je dis, dans un tel système, il semble qu'à la lettre,
ce soit même pas automatique, ce soit mieux, ce soit de l'automation. À savoir, bon, quel besoin d'un appareil d'État? Je signale juste pour mémoire que là, ce problème il nous concerne tout droit, puisque c'est le sujet de notre recherche sur ces figures de l'appareil d'État. Eh bien, je signale juste pour mémoire qu'il y a tout un courant du capitalisme qui dit, mais oui, pas besoin d'État. Ou plus l'État sera petit et se montrera moins, mieux ce sera. Laissez faire les choses. Le capitalisme, c'est toujours accompagné d'une grande critique de l'État. D'une certaine manière, il invente une machine qui ne passe plus par l'appareil d'État. Donc ça, on buterait, là, alors du coup, vous seriez en droit de me dire, bon, ben alors pourquoi avoir dit tout ça si ça n'a aucun rapport avec l'État? Et pourtant, plusieurs choses immédiatement nous font réfléchir, c'est-à-dire vont nous flanquer un problème. Comprenez, si nous découvrons, pour que vous voyez vers quel sens je voudrais aller, si nous découvrons qu'en droit, la formation capitaliste n'a aucun besoin d'un appareil d'État au sens que nous avons vu précédemment. Si nous voyons pourtant qu'il ne peut fonctionner qu'avec des appareils d'État, on ne peut pas, la conclusion elle s'impose toute seule. C'est donc le capitalisme. Il y a, je ne dirais pas une mutation, mais c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement très profond dans le rôle et les fonctions de l'appareil d'État. Qu'est-ce que ça va être, cette nouvelle figure de l'État? Où je vois ça? Ben, j'accumule là comme ça des remarques par-ci par-là. Je dis, c'est évident que lorsque le capitalisme nous dit, à certaines époques, encore pas à toutes, lorsque le capitalisme à certains moments nous dit, mais on n'a pas besoin d'État, moins il y en aura, mieux ce sera. Il ment pas, il ment pas. Seulement, c'est une proposition extrêmement ambiguë. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, il ne veut pas dire du tout, et là il faut peser les mots, il ne veut pas dire du tout, il faut. Pas d'État du tout. Au contraire, il invoque la nature humaine pour dire qu'il faut toujours un État. Il dit qu'il faut un État minimum. Bon, je reviens à un thème qu'on a entamé la dernière fois et qu'on retrouvera seulement quand on parlera de la politique aujourd'hui, pour en finir avec tout ça. Mais l'État minimum, je vous rappelle, moi c'est par là, je trouve cette formule de Virilio très bonne. Qu'est-ce que c'est? De tout temps, c'est ça qu'on a appelé l'État totalitaire. L'État totalitaire, c'est pas du tout le maximum d'État, c'est l'État minimum. À savoir, c'est en effet le minimum d'État qui permet au flux décodé du capital et du travail abstrait d'opérer leur conjugaison comme automatique. Je veux dire, je prenais cet exemple, pour faire la libération des prix, c'est-à-dire pour laisser les prix varier librement, il faut un appareil d'État, c'est l'État minimum. Or, ça a toujours été un des pôles de l'État totalitaire, assurer la libération des prix. Donc, alors que souvent les gens passent comme en glissant de la formule État minimum à la limite pas d'État du tout, nous au contraire, il me semble, nous devons faire la plus grande différence entre les deux formules pas d'État du tout, formule qui ne serait tenue que par certains anarchistes, et la formule du capitalisme, dans beaucoup de cas l'État minimum, à savoir, sous-entendu, ils ne le disent pas, à savoir un État totalitaire. Donc, la réclamation du capitalisme pour un État minimum ne signifie évidemment pas que le capitalisme n'a pas besoin, à sa manière, d'un appareil d'État. Il a simplement besoin
d'un type d'État très particulier, parce qu'encore une fois, au point où nous en sommes, il est hors de question pour nous de dire que les États totalitaires modernes, ce soit comme les États archaïques, comme les États despotiques. Non, c'est tout à fait autre chose, aucun rapport. Il n'y a plus aucune raison de dire que les États dits socialistes, ce soit des États totalitaires. Non, c'est pas que ce soit mieux, c'est que c'est autre chose. État totalitaire, ça veut dire quelque chose de très très précis. Bon, suppose. Voilà ma première remarque. Seconde remarque, donc, de toute manière, il y a bien un appareil d'État et c'est évident. C'est évident que la conjugaison des deux flux qui définit réellement le capitalisme, à savoir le flux de capital indépendant et le flux de travail quelconque, a besoin pour être opéré d'un appareil d'État. D'une certaine manière, ça se fait bien tout seul. Mais ça passe aussi par la force. Ça passe par la force de l'appareil d'État. Et en effet, les expropriations qui déterminent, qui produisent et qui reproduisent le travailleur nu, l'accumulation qui produit et qui reproduit la richesse abstraite, passe nécessairement par un appareil de force, par un appareil de violence. Ça, c'est comme une seconde remarque très rapide. Troisième remarque. Cherchons des cas concrets, ou alors, vous comprenez en effet, il y a une chose très très curieuse dans le capitalisme. C'est finalement pour ça même qu'il a toujours été pour tous les gens, même les révolutionnaires, il a toujours été quelque chose d'assez fascinant. Tout est toujours fascinant, quoi, mais on se dit, mais enfin, comment c'est quand même étonnant, ça. Je veux dire, c'est vraiment un truc du type virus. C'est un truc, ce que Pinaz disait tout à l'heure, sur l'accélération de la circulation, tout ça. On a l'impression d'un... et puis l'essaimage de virus, le virus capitaliste qui prend, qui recule, qui avance, tout ça. C'est pas étonnant, enfin il suffit de lire Le Capital pour voir à quel point Marx est fasciné par ce truc. Il n'aurait pas été ce qu'il était s'il n'avait pas été fasciné par cette chose. Alors, mais on a l'impression que dans le capitalisme, il y a vraiment un mouvement pour pousser toujours plus loin une espèce d'axiomatique des flux décodés. Plus ça se décode, plus en un sens. Le capitalisme se réjouit lui-même. Et en sens, il y a bien une inventivité capitaliste, il y a une créativité capitaliste, un sens. C'est pour ça qu'ils tiennent si bien. Et alors, cette impression, c'est quoi? On a l'impression à la limite, je prends un exemple actuel, l'impression à la limite, mais qu'ils sont capables, comme on est dans le développement de la production, ou de l'exploration, ou de l'information, ils sont capables de faire des choses complètement démentes. Bon. Je prends un cas, l'exploration transspatiale, cas historique. L'Amérique, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique? Est-ce que ça veut dire le capitalisme? Est-ce que ça veut dire l'État américain? En tout cas, des flux de capitaux énormes sont mobilisés au service d'une institution très curieuse, célèbre en Amérique, qui s'appelle la NASA. N-A-S-A. La NASA est une institution typiquement américaine, à la fois mixte, quoi. À la fois avec des intérêts du gouvernement d'État et des intérêts privés et des intérêts militaires. Et c'est du genre bureau d'études. Hein. Et ils ont été essentiels. Dans les premiers projets d'exploration transspatiale, la NASA a eu un rôle fondamental. Et ils ont fait des projets, alors évidemment, supposant des investissements de capital énormes, concernant cette exploration. Et puis voilà, alors c'est par là, vous allez comprendre tout de suite, je schématise en disant, c'est vraiment comme si les flux de capital, mais là j'emploie les mots à la lettre, s'envoyaient dans la Lune. Ils filaient dans la Lune. Bon. C'est un mode de déterritorialisation. Bon.
C'est ce que, par exemple, il y a un banquier, les banquiers, je trouve, encore une fois, c'est ceux qui parlent le mieux de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup plus que les industriels qui sont ou bien vraiment des débiles ou bien des menteurs, des hypocrites. Les banquiers, ils sont beaucoup plus... un des types qui parle le mieux de l'économie et de la monnaie aujourd'hui, c'est un type qui s'appelle, c'est pas révolutionnaire, il fut haut fonctionnaire, mais comme il a été chassé, il en garde une grande amertume, alors ça lui donne un sens critique très grand. Il s'appelle Saint-Jour, et il a fait paraître, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, un livre très intéressant qui s'appelait Pouvoir et Finances, où alors il évoque, lui, il appelle ça la monnaie apatride. Monnaie apatride, c'est un peu inquiétant, mais, et il évoque la masse, ce flux de monnaie apatride, dont dit-il, et il explique très bien par quel mécanisme, qui passe à travers les frontières et sur lesquels les États n'ont aucun contrôle. Alors c'est un peu le cas, mais les euro-dollars, les pétrodollars, etc. ne sont qu'un cas de cette monnaie-là. C'est très très... Alors c'est pour ça que quand on dit l'Amérique, c'est pas les États-Unis, c'est aussi bien le capitalisme. Mais là, cette fois, c'était un cas où c'était plus la monnaie apatride, c'était vraiment les flux d'investissement qui se déterritorialisaient. Vraiment, ça allait dans la Lune. C'était quand même, ça a été le grand moment de la NASA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je cite cet exemple? Le vieil Eisenhower, qui était président des États-Unis à ce moment-là, je schématise, parce que l'histoire est très longue, coupe une partie des crédits de la NASA. Ça a été dur, ça a été une lutte, il a fallu une lutte d'influence. Bon. Alors là, j'ai ma proposition exemplaire, mon exemple typique. Le président des États-Unis coupe une partie des crédits d'un institut capitaliste d'extrême pointe pour l'exploration transspatiale. Bon. Essayons de le traduire là comme ça, pour, si j'ose dire, pas beaucoup pour rigoler, dans notre langage. On dirait des flux de capital, d'énormes flux de capital, tendaient à se décoder et à se déterritorialiser de plus en plus. Bon. En même temps, pourquoi le président des États-Unis réagit-il? Que bien sûr, il y avait des facteurs à côté. C'est que les Russes, eux, l'URSS, dès ce moment-là, ne concevaient pas exactement l'exploration transspatiale de la même manière. Et finalement, c'est elle qui l'a emporté. Pour une fois, ça a été une victoire de la conception russe sur la conception américaine, je crois. Les Russes, eux, c'était pas plus rassurant, même c'était en un sens moins rassurant. Les Russes, ils concevaient dès le début l'exploration transspatiale comme ayant, vous me pardonnez de schématiser beaucoup, mais je crois que ce que je dis n'est pas faux, pas complètement faux, comme devant faire une espèce de ceinture autour de la Terre. C'est-à-dire déterritorialisation, oui, mais la déterritorialisation devait rester relative, c'est-à-dire devait prendre la Terre comme objet. Il s'agissait de faire une espèce de ceinture, je ne dis pas simplement de surveillance, mais ça impliquait aussi la surveillance, ça impliquait les communications, etc. Mais c'était une déterritorialisation encore toute tendue vers la Terre comme objet à survoler et à ceinturer. C'était donc en un sens une conception beaucoup plus raisonnable. Les pays dits socialistes, ils sont beaucoup plus, on verra pourquoi, ils sont en un sens beaucoup, ils n'ont pas l'aspect virus, ils procèdent autrement. C'est pas le virus, c'est pas l'invention virale, c'est pas la créativité d'un virus comme dans le capitalisme, c'est autre chose. Alors, bon, finalement, ce que fait le président des États-Unis, c'est dire d'accord, en effet, on va se retrouver comme des crétins, les Russes vont faire leurs barrières et vont faire leur ceinture transspatiale autour de la Terre, et nous, on va s'envoyer dans la Lune, mais et après. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le président des États-Unis? Il reterritorialise au minimum les flux de capitaux. Il dit à la NASA, non, non, vous changez votre programme. Vous changez votre programme. Et la NASA doit bien marcher parce que l'État a suffisamment d'importance pour que... Vous comprenez, c'est très important. Là, j'y vois un exemple typique sur le rôle
d'un appareil d'État dans une formation, dans un régime capitaliste. Il faut empêcher, puisque si vous acceptez cette définition du capitalisme comme conjonction généralisée des flux décodés, il faut empêcher que les flux se décodent à l'infini. C'est pas possible que... Non, il ne faut pas aller trop vite, faut pas, etc. Il faut qu'il y ait des mécanismes régulateurs. Et l'État sera un de ces mécanismes régulateurs fondamentaux. L'État va opérer les reterritorialisations nécessaires pour empêcher que les flux de capital ne se décodent trop vite ou trop radicalement. Il va falloir toutes sortes d'appareils de régulation dans ce système d'automatisme. Alors là, on voit bien la nécessité aussi d'une forme État. Au point que je dirais, oui, pourquoi est-ce que, dernière remarque, on l'a vu, donc je ne reviens pas là-dessus, pourquoi est-ce que le capitalisme n'est pas passé, n'a pas triomphé par l'intermédiaire de la forme ville? On a vu qu'il avait triomphé par l'intermédiaire de la forme État. Alors, il y a bien une raison. Et on a vu pourquoi. Évidemment, il a besoin. Il y a plus, le capitalisme et la formation capitalisme n'a fait qu'un. Avec la grande formation de ce qu'on appelle cette figure très particulière de l'État, à savoir les États-nations. Or, les États-nations, c'est quoi? On l'a vu, là, c'est toute la musique qui reviendrait. Les États-nations, ça se fait avec de la musique. Et c'est la supériorité de la musique sur la peinture. Les peuples, ils marchent avec de la musique, et pas du tout parce que la musique, ce serait de l'idéologie, mais parce que la musique, c'est beaucoup plus des flux, et ça marche, ça fonctionne. Je veux dire en quoi que l'État-nation, c'est de la musique. Ben, c'est toujours la question. L'État-nation, c'est comment faire une terre et un peuple. Comment faire une terre et un peuple? Bon, alors ça se fait avec du sang, avec des coups de fouet, avec de la musique, avec tout ce que vous voulez. L'Italie, ça s'est fait avec Verdi. Bizarrement, l'Allemagne, ça s'est pas fait avec Wagner. Et ça compte, il y a des flux, là. Et qu'est-ce que ça veut dire, un peuple, une terre? C'est que un peuple, c'est toujours le produit d'une déterritorialisation d'une population. C'est une population décodée. Si un peuple, c'est toujours à faire, c'est parce que ça implique une population ou des populations décodées. Les États-nations, ils ont fait des peuples avec quoi? Avec des populations, c'est-à-dire l'État-nation, il ne peut se définir que par l'écrasement de ce qu'il faudrait appeler, il faudrait trouver le mot là, de ce que Guattari appelle par exemple les phénomènes nationalitaires. La nation, elle s'est définie par l'écrasement des phénomènes nationalitaires. On a fait un peuple avec des populations. On a fait une terre avec des territoires. Ça implique à la fois musique et violence. Mais alors, cette terre-peuple qui définit une nation, quelle est sa fonction? Ça nous dira un peu sur le rôle de l'État dans une formation capitaliste. C'est que c'est précisément dans le cadre d'un peuple terre, c'est-à-dire d'une nation, que s'effectue la circulation du travail et du capital, ou l'homogénéité du capital, sans obstacle extérieur en principe. Si vous suivez cette définition, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est tout simple. Si vous suivez cette dernière remarque et l'ensemble des remarques très rapides que j'ai faites, je dirais, ben oui, dans le capitalisme, l'appareil d'État est absolument nécessaire et accompagne le capitalisme à chaque moment. Seulement, l'État a tout à fait changé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà où nous arrivons alors à notre vrai problème, je crois, à savoir, avant d'une certaine manière, je pense à un terme qu'on emploie constamment lorsqu'on parle d'axiomatique. Seulement, ça va nous précipiter dans des difficultés. Une axiomatique est inséparable de ce qu'on appelle
des modèles de réalisation. Bon, une axiomatique a nécessairement des modèles de réalisation. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de réalisation d'une axiomatique? C'est un domaine où s'effectue concrètement l'axiomatique. Un domaine où s'effectue concrètement une axiomatique est un domaine d'effectuation ou un modèle de réalisation. Il va de soi qu'une axiomatique a toujours simultanément, au moins en droit, plusieurs modèles de réalisation. Voyez là en quel sens écrit modèle. Modèle de réalisation, c'est le champ d'effectuation d'une axiomatique. On verra, j'essaierai de donner des exemples plus tard. J'ai presque envie de dire, là, qu'est-ce que c'est que l'appareil d'État maintenant? C'est l'appareil d'État, les appareils d'État, ce sont les modèles de réalisation de cette axiomatique qui se définissait comme conjugaison généralisée des flux décodés. Les États vont définir, les États-nations seront exactement les modèles, y compris avec leurs valeurs lyriques, leurs valeurs musicales, leurs valeurs sentimentales, seront les champs d'effectuation ou les modèles de réalisation de l'axiomatique du capital. Ce qui ne veut pas dire que c'est des apparences. Les modèles de réalisation, c'est absolument pas des apparences. J'insiste sur le caractère réel de l'État-nation. Un peuple, une terre sont vraiment fabriqués. Mais ils sont fabriqués comme quoi? Comme modèle de réalisation axiomatique elle-même. Alors très variés, les modèles de réalisation sont très variés les uns par rapport aux autres. Qu'il y ait des types d'États complètement différents, on le comprend. Puisque une même axiomatique renvoie par nature à des modèles de réalisation tout à fait hétérogènes. Hétérogènes. Il y a même nécessairement hétérogénéité des modèles de réalisation où s'effectue une axiomatique donnée. Or, en quoi c'est une fonction de l'État complètement différente, ça? Ce serait une fonction de l'État complètement différente. Parce que je retourne à l'État impérial. Je retourne à l'État impérial, on peut m'empoisonner, c'est ça. Non. Parce que je retourne à l'État archaïque. Je pouvais dire il est modèle, mais en quel sens modèle? C'était lui le modèle à réaliser. C'était lui comme l'appareil de surcodage. Il fallait faire le surcodage. Il était modèle au sens de modèle transcendant. Mais c'était lui qu'il fallait reproduire, qu'il fallait constituer et reconstituer. Mais maintenant, le même mot modèle a complètement changé de sens. Ce n'est plus le modèle au sens de modèle transcendant, c'est au contraire modèle au sens immanent de modèle de réalisation par rapport à une axiomatique, laquelle axiomatique est seule et a pris le rôle du modèle ancienne manière. Comprenez? Normalement, vous ne devriez pas bien comprendre, parce qu'on n'a pas dit ce que c'était une axiomatique. Si bien que notre tâche maintenant, elle serait double. Elle serait double, vous comprenez. Voilà la tâche qui nous reste, je crois. Elle serait triple. Non, oui, je sais pas. Première tâche. Qu'est-ce que ça veut dire, cette comparaison entre la situation politique, économique du monde et une notion mathématique très précise comme celle d'axiomatique? Voilà ma première question contre moi-même. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une métaphore? C'est pour faire quoi? Ça prétend à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En apparence, c'est idiot. C'est idiot. Enfin, c'est pas mal. C'est facile d'abord. Donc, nécessité de... Voilà, même quitte à faire un détour, on a le temps. Qu'est-ce que, au juste, qu'est-ce que c'est exactement en mathématiques une axiomatique? Et dès lors, est-ce qu'on peut se servir de cette notion pour qualifier la situation internationale moderne autrement qu'à titre métaphorique?
Voilà, vous sentez ma tendance à souhaiter répondre, c'est bien autre chose qu'une métaphore. Le capitalisme est vraiment une axiomatique, compte tenu de ce que les mathématiciens appellent une axiomatique, et c'est autre chose qu'une métaphore. Mais encore faudrait-il le justifier. Deuxième question, dès lors, si le terme axiomatique peut être transporté, transféré à la situation économique et politique mondiale, comment apparaît cette situation et quel est le rôle de l'État dans cette situation? Voilà, c'est mes deux problèmes. Si je réponds à ces deux problèmes, on aurait en gros fini cette série sur l'appareil d'État. Alors voilà, donc il faut que vous consentiez à ce qu'on passera par une assez longue, pas très longue, mais un peu, où on oubliera tout. C'est-à-dire on se demandera qu'est-ce que c'est au juste une axiomatique en mathématiques. Surtout que c'est très rigolo, c'est très, très récréatif. Et c'est à partir de là qu'on retrouvera nos problèmes politiques. Quelle heure est-il? Midi 20. Alors on peut commencer si vous êtes ou bien se reposer, ou bien vous en avez assez, vous le dites. Ou bien on parle d'autre chose, ou bien je commence un peu à esquisser ce que c'est qu'une axiomatique. Parce que je peux le faire, oui, assez rapidement, quitte à ce que vous réfléchissiez. Parce que, et qu'après les vacances, vous m'apportiez des choses. Vous êtes fatigué ou on continue un peu? C'est très rigolo. Tu vas bien, toi? Ah, c'est très rigolo, mais c'est passionnant. Nous, on continue. Alors écoutez, bon, Ici, on a- écoutez, pas pour longtemps, hein, parce que je sens la fatigue quand même. Voilà, je pose des questions et là je fais un appel, comme j'en ai fait plusieurs fois, et tantôt ça a marché, tantôt ça ne marche pas beaucoup. Je fais un appel pour que certains d'entre vous, par exemple ceux qui ont fait un peu de mathématiques, reprennent des choses qu'ils savent hein, sur l'axiomatique et qu'à la rentrée on gonfle tout ça. Moi, je pars avec deux choses de base, très très simples, puisque je pense aussi à ceux qui n'ont pas fait du tout de mathématiques. Il y a un livre classique très bon d'un logicien français qui s'appelle Robert Blanchet, aux presses universitaires de France, vous savez, dans les collections d'enseignement supérieur, mais Blanchet était un très bon logicien, B-L-A-N-C-H-E, qui s'appelle L'Axiomatique. Pour ceux qui ne savent rien du tout, s'il y en a, vous auriez déjà une idée. Et d'autre part, pour ceux qui savent un peu plus, je rappelle qu'il y a en France, qui je ne dis pas que ce soit pas dépassé, j'en sais rien d'ailleurs, mais les choses changent tellement dans le domaine de l'axiomatique, comme dans tous les domaines de mathématiques. Il y avait une série de volumes faisant autorité en France, publié sous le nom de Bourbaki. Je dis publié sous le nom de Bourbaki, puisque Bourbaki désignait un cercle de mathématiciens, qui groupait d'ailleurs, il faut le dire, les meilleurs mathématiciens, parmi les meilleurs mathématiciens français, et qui ont fait une très très vaste axiomatique, qui a été publiée chez Hermann. Or, cette axiomatique de Bourbaki, qui est passée qui est classique sous le nom de Bourbaki, cette axiomatique de Bourbaki, c'est plutôt plusieurs axiomatiques, il s'agit d'une axiomatisation de l'ensemble des mathématiques, cette axiomatique comporte des considérations introductives ou bien dans des appendices, où Bourbaki essaie d'expliquer un peu. Et je voudrais simplifier beaucoup un exemple qu'il donne. Là, comme ça, citant mes sources, et voilà. Je dis, qu'est-ce que ce serait? C'est ma première remarque. Bourbaki nous dit, eh ben, en gros, il dit, voilà, il y a une axiomatique chaque fois que vous vous trouvez devant, ou chaque fois que vous construisez des relations, chaque fois que vous déterminez des relations entre éléments non spécifiés. Entre éléments non spécifiés, c'est-à-dire ces relations, elles vont s'établir. Ces relations, symbolisons-les par grand R entre parenthèses.
voyez, si j'étais au tableau, je ferais un grand R entre parenthèses. Chaque fois que vous avez un système de relations entre éléments non spécifiés, vous êtes dans le domaine des axiomatiques. On comprend, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi il parle? Moi, je propose, parce que ça me servira beaucoup pour après, des relations entre éléments non spécifiés. Je me dis, il faut un nom spécial. Je propose comme ça, pour moi, par commodité, le terme de relation fonctionnelle. Et je distinguerai à ce moment-là les relations fonctionnelles et les relations formelles. Les relations formelles étant des relations entre éléments spécifiques, spécifiables, et les relations fonctionnelles étant des relations entre éléments non spécifiables. Donc je dirais, bon, il y a axiomatique lorsque l'on se trouve devant un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiques. Symbole de cette relation, x, petit x, grand R, y. Je dirais, il y a, je lis, vous voyez, ce symbolisme, c'est pas celui de Bourbaki, hein, je le simplifie moi beaucoup pour mon usage et pour le vôtre. Je lis cette formule, j'ai le droit arbitrairement, il y a une relation fonctionnelle entre x, y comme élément quelconque. Voilà. Et supposez que je définisse 3 R, 3 grands R. Là, ceux que ça intéresse, je vous demande presque pour y réfléchir un peu, il faut le prendre en note, sinon vous ne vous le rappellerez pas. Ceux que ça intéresse pas, vous ne le prenez pas, aucune importance. Mais c'est ça l'avantage de réunir, il me semble, un public dont les soucis sont très différents. Vous choisissez vous-même. Je dis première relation. Je vais définir, là, comprenez ce que je suis en train de faire, je vais définir une axiomatique avec 3 relations, 3 grands R. Je dis première relation. À 2 éléments quelconques, x, y, un troisième z correspond nécessairement. À 2 éléments quelconques, x, y, un troisième correspond nécessairement. Un troisième z correspond nécessairement. Voilà mon premier grand R, ma première relation. Deuxième relation. Il y a un élément petit e, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x, on est x grand R E égale E grand R X égale X. Je reconnais là un deuxième axiome. Je relis, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x on est x grand R E égale E grand R X égale X. Troisième et dernier. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en prends 3. Je prends une axiomatique à 3 axiomes. Pour tout élément x, il y a un élément x' tel que x grand R x' égale x' grand R x égale E.
Vous allez tout comprendre. Je vous assure, vous allez tout comprendre. Je termine avec juste une première remarque. Si vous vous trouvez quelque chose, il faut beaucoup jouer, comme on ne sait rien. Il faut se fier un peu à, je ne sais pas quoi, de pressentiment. Si je me trouve devant un truc comme ça, je me dis, tiens, c'est pas la même chose que de la formalisation. En d'autres termes, je ne sais pas encore pourquoi, mais je le sens. Alors, ça arrive qu'on sente des choses fausses, bien sûr, mais je me dis, c'est pas de la formalisation, on devrait pouvoir, à partir de là, arriver à distinguer même mieux que des logiciens l'ont fait, la formalisation logique et l'axiomatisation. Je ne dis pas que ce soit nouveau, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de distinguer formalisation et axiomatisation. Mais vous devez sentir que c'est un procédé qui n'est pas de formalisation, qui est d'une autre nature. Ces relations fonctionnelles entre objets quelconques, il n'y a aucun indice de spécification d'objet là-dedans. Il y a deux modèles de réalisation. Les deux modèles de réalisation que cette axiomatique à trois axiomes comporte, c'est déjà, ne me faites pas dire des bêtises, hein, je ne dis pas c'est les seuls, j'en retiens les deux les plus simples. L'addition des nombres réels, on va le vérifier tout de suite, là ça va être facile. L'addition des nombres réels. Les nombres réels, c'est, vous le savez, les nombres positifs, négatifs ou nuls. L'addition des nombres réels, premier modèle de réalisation. Deuxième modèle de réalisation, la composition des déplacements dans l'espace euclidien à trois dimensions. Composition des déplacements, une opération très simple, la composition des déplacements dans l'espace euclidien. Bon, ces deux modèles de réalisation sont absolument indépendants l'un de l'autre. Ça, c'est une remarque aussi dont j'aurais très besoin. Ils sont absolument hétérogènes. Ils sont indépendants. Essayons. Qu'est-ce que ça donne? Vous retenez addition des nombres réels et composition des déplacements. Mon premier axiome. À deux éléments x, y, un troisième z correspond nécessairement. Sous la clause de grand R, c'est-à-dire de la relation. Dans le cas des nombres réels, la relation, c'est l'addition. C'est le modèle de réalisation, c'est l'addition. Et bien en effet, à deux nombres réels quelconques, x, y, un troisième, vous voyez que je spécifie mes éléments par rapport et dans le domaine de réalisation. Dans l'axiomatique, je n'avais pas besoin de les spécifier. Donc il n'y a aucune contradiction. Si maintenant je les spécifie, c'est puisque je cherche justement les modèles de réalisation. Donc, à deux éléments, à deux nombres réels quelconques, x et y, un troisième correspond nécessairement sous la règle de l'addition. Voyez que cet axiome, il est vérifié par l'addition. Mais ce serait vrai aussi de la multiplication. Donc, un axiome ne suffit pas, évidemment, à définir mon axiomatique. Je dis juste, si vous me donnez deux nombres réels, bon, bah, sous la règle de l'addition, ils sont additionnables et ça donne un troisième. Ça donne z. De même, deux déplacements dans l'espace euclidien sont composables. R désignant à ce moment-là la composabilité, tout comme R, tout à l'heure, définissait l'additionnalité. Deuxième axiome. Alors là, on fait un concours, hein, ceux que ça intéresse, bien sûr. Vous allez trouver tout de suite, dans les deux cas. Et ça va être très plaisant, ça. Vous vous rappelez, il y a un élément petit e, tel que pour tout élément x, on est, vous vous mettez dans la situation des nombres réels, de l'addition des nombres réels. Donc, si je traduis mon axiome, ça donne, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x, c'est-à-dire pour tout nombre réel, on est e plus x égale x plus e égale x. Formidable, formidable. C'est zéro. C'est zéro.
où c'est, dans la composition des déplacements, il y a un concept très spécial qui est ce que l'on appelle le déplacement identique. Le déplacement identique qui laisse fixe chaque point de l'espace. Donc, vous voyez, suivant, et ça n'a rien à voir, 0 et le déplacement identique. C'est deux notions tout à fait hétérogènes. Suivant le modèle de réalisation, mon axiome s'effectue avec le 0, mon deuxième axiome s'effectue avec 0 ou avec déplacement identique. Troisièmement, pour tout élément x, vous pensez en termes d'addition des nombres réels, pour tout élément x, il existe x', tel que x plus x' égale x' plus x égale e, c'est-à-dire 0. Bah, par rapport à x, c'est moins x. C'est le nombre négatif. C'est le nombre négatif. Pour les déplacements, c'est ce que l'on appelle, dans ce modèle de réalisation, le déplacement inverse. Je dis donc, je peux maintenant compléter ma définition et dire, on appelle axiomatique un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiés qui s'incarnent ou qui s'effectuent dans les relations formelles et les éléments qualifiés ou spécifiés propres à chacun de ces domaines de réalisation, de ces modèles de réalisation. Je confirme mon impression que c'est complètement différent d'une démarche de formalisation logique. Pourquoi? Parce que dans une axiomatique, vous avez un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiés qui baignent de manière immanente les modèles de réalisation, en même temps que les modèles de réalisation effectuent directement chacun pour son compte, effectuent directement chacun dans son hétérogénéité, chacun pour son compte, les relations de l'axiomatique. En quoi c'est différent là-dessus, si vous réfléchirez, il est bien évident qu'un procédé d'axiomatisation rencontre énormément de problèmes. Quels sont ces problèmes? J'essaie vite de les classer pour que vous y pensiez et au besoin que vous en trouviez d'autres. Je dirais premier problème, concernant les modèles de réalisation. Les modèles de réalisation d'une même axiomatique sont hétérogènes les uns par rapport aux autres. Pourtant, ils réalisent la même axiomatique. D'où la notion proprement axiomatique de isomorphie. On dira qu'ils peuvent être hétérogènes, ils n'en sont pas moins isomorphes. Par rapport, ils ne sont pas homogènes, mais isomorphes par rapport à l'axiomatique. Donc, question fondamentale, dans quelle mesure les modèles d'une même axiomatique sont-ils et peuvent-ils être à la fois hétérogènes et pourtant isomorphes? N'y a-t-il pas des cas même où l'on doit concevoir une hétéromorphie des modèles qui pourtant renvoient à une même axiomatique? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous pouvez comprendre que si se confirmait l'idée que ce n'est pas une simple métaphore, la comparaison de la situation mondiale à une axiomatique, on se trouvera devant le problème, les types d'États aujourd'hui. Si l'on accepte notre hypothèse que les appareils d'État sont des modèles de réalisation de l'axiomatique, bon, dans quelle mesure y a-t-il une homogénéité de tous les types d'appareils d'État? Mais même s'ils ne sont pas du tout homogènes, ils peuvent être quand même isomorphes par rapport à l'axiomatique. À ce moment-là, il faudrait parler d'une isomorphie des États les plus divers.
peut-être même que l'axiomatique supporte et implique une véritable polymorphie ou hétéromorphie. En tout cas, on ne pourra pas confondre homogénéité, isomorphie, hétéromorphie, etc. Deuxième problème. Chaque axiome, vous le voyez facilement dans mon exemple précédent, est indépendant des autres. C'est même par là que ce n'est pas un théorème. Un théorème, c'est la proposition qui dépend d'autres propositions. Un axiome est une proposition qui ne dépend pas d'une proposition préalable. Si je peux engendrer un de mes axiomes à partir d'autres axiomes, ce n'est pas un axiome, c'est un théorème. Eh ben, les axiomes sont indépendants. Et pourtant, ils forment un ensemble, et cet ensemble a en droit une limite. Qu'est-ce que c'est que cette limite? Qu'est-ce que c'est que la limite d'une axiomatique? La limite d'une axiomatique, c'est facile à définir, c'est le point où l'on ne peut pas ajouter un axiome en plus. Et les axiomes étant indépendants, on peut en ajouter. J'aurais pu me contenter de 2 axiomes dans l'exemple que je vous ai donné. J'en ai mis un 3e. Bourbaki, lui, il en met plein d'autres. Et la limite d'une axiomatique, c'est le point où l'on ne peut pas ajouter de nouvel axiome sans que le système ne devienne contradictoire. On dit à ce moment-là que l'axiomatique, considérez que cette axiomatique est saturée. C'est le problème de la saturation ou de la limite, des limites d'une axiomatique. Système saturé, lorsqu'on ne peut plus ajouter d'axiomes sans rendre l'ensemble contradictoire. Bon, je dis là aussi, on aura à se trouver devant le problème. Il y a un fameux problème, le problème du rapport du capitalisme avec les limites du capitalisme. Et qu'est-ce que veut dire les limites? Et qu'est-ce que veut dire la manière dont le capitalisme, comme dit Marx, ne cesse de repousser, de déplacer ses propres limites? Peut-on parler d'une saturation du capitalisme? On voit bien qu'il y a un problème semblable actuellement. Quand il y a des gens qui disent la fin des ressources, bon, la fin des ressources, bon, d'accord. Alors est-ce que ça veut dire que le système est saturé? Et qu'est-ce que ça veut dire que le système est saturé? C'est-à-dire là, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait de la métaphore. On retrouve ce thème de la saturation dans toute la situation politique mondiale. Bon, il y a des seuils de saturation. Il y a une crise urbaine, on nous dit, il y a une crise des flux de matières premières, il y a une crise de ceci, de cela. Bon, ça veut dire saturation. On nous dit que dans les villes, l'électricité, bon, elle est au point de saturation. Est-ce que c'est par hasard qu'on trouve cette notion? Voilà le deuxième problème qu'on aura à voir. Qu'est-ce que veut dire les limites ou la saturation d'une axiomatique? Troisième problème. Un des grands moments de l'axiomatique a été la découverte par un axiomaticien célèbre du phénomène suivant. C'est que, là je la résume énormément, puisqu'il faut juste en retenir un esprit. On pourrait l'énoncer ainsi, c'est que dans toute axiomatique un peu complexe, comportant un grand nombre d'axiomes, cette axiomatique comporte nécessairement un modèle de réalisation dans les nombres dits naturels. Vous chercherez dans le petit Larousse ce que c'est que les nombres naturels, que vous fassiez dans les nombres naturels. Bon, supposons, retenons ça juste. Or, les nombres naturels définissent ou appartiennent à des ensembles dits dénombrables. Ensemble dénombrable. D'où une grande inquiétude, et ça a été une des premières grandes crises de l'axiomatique, l'idée que ce qu'on appelle en mathématiques, et peu importe, les ensembles non dénombrables avaient une puissance qui les faisait échapper à l'axiomatique. Que l'axiomatique ne pouvait pas dépasser la puissance du dénombrable. Exemple de puissance qui excède la puissance du dénombrable, il y a une puissance célèbre, la puissance du continu. C'est-à-dire la puissance des points sur composant une ligne.
Cette puissance du continu, c'est une puissance non dénombrable, d'un ensemble non dénombrable. Donc, l'axiomatique, là c'est plus la question des limites, c'est la question d'une puissance supérieure, puissance irréductible à l'axiomatique et pourtant en rapport avec elle, et qui serait comme une puissance du non dénombrable, alors que l'axiomatique opère dans des ensembles au besoin infini, mais dénombrables. Est-ce qu'il y a moyen pour les axiomaticiens de surmonter cette difficulté? Est-ce que cette difficulté est fondamentale? Ça, peu importe. Je dis, notre troisième problème, ce serait le problème de la puissance dans ses rapports avec l'axiomatique. Si je continue, ce qui pour le moment n'est pour nous que métaphore, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ci? Est-ce que veut dire quelque chose la proposition suivante? Que l'axiomatique mondiale dégage d'une certaine manière une puissance qu'elle n'est pas certaine elle-même de contrôler. Vous me direz, ah ben oui, ça on voit ce que ça veut dire, c'est toutes les visions apocalyptiques, hein. C'est les visions millénaristes actuelles, ça a été la bombe atomique, c'est maintenant, bon, tout ça. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer pour nous? Et sous quelles conditions? Les rapports d'une axiomatique du capital avec une puissance du non dénombrable. On verra bien. Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est mieux? Dernier point, une autre grande crise de l'axiomatique s'est produite lorsque un axiomaticien a pu démontrer des théorèmes, une série de théorèmes célèbres, d'après lesquels, dans la tentative pour axiomatiser l'arithmétique, qui semblait précisément un des domaines les plus faciles, les plus riches, dans cette tentative, eh bien, se faisait nécessairement la rencontre avec des propositions que cet axiomaticien nommait indécidables. Propositions indécidables, ce qui ne veut pas dire des propositions dont on ne saisit pas les conséquences, mais des propositions dont on ne peut pas démontrer, en les rapportant au système d'axiomes, si elles sont vraies ou non vraies. C'est-à-dire qui mettent en question le principe du tiers exclu. On ne peut pas démontrer si elles sont vraies ou fausses, en ce sens elles sont indécidables. Donc mon quatrième problème, je ne sais plus, mon quatrième problème c'est, est-ce que toute axiomatique, y compris l'axiomatique mondiale supposée, comporte un certain type et un certain nombre de propositions qu'on serait en droit d'appeler des propositions indécidables, et qui serait évidemment notre dernier espoir. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'espoir s'il n'y a pas des propositions indécidables. Alors comprenez, ça ne veut pas du tout dire. Par exemple, je distingue des propositions imprévisibles même. Il est connu qu'aucun économiste ou aucun banquier ne peut prévoir l'augmentation d'une masse monétaire. On ne prévoit pas l'augmentation d'une masse monétaire. Ça ne veut pas dire que l'augmentation d'une masse monétaire soit une proposition indécidable dans le système. Parce que sa non-prévisibilité fait absolument partie du système d'axiomes et renvoie au système d'axiomes. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a des propositions telles que... Alors cette fois-ci, ce ne sera pas leur vérité, leur fausseté, ce sera quoi? Ben, ce sera leur capacité de rester dans le système ou bien de sortir de l'axiomatique et de réagir contre l'axiomatique. Mais réagir comment? Est-ce que toute axiomatique engendre et sécrète ces propositions indécidables? Voilà, vous voyez, moi je vois ces problèmes, mais enfin c'est comme ça, vous réfléchissez bien et puis on reprend après. Vous vouliez dire quelque chose? Oui? C'est quoi? On pourrait l'utiliser là. Ce serait épatant si vous le faisiez, vous. Non, vous n'êtes pas assez... Non, je vous demande, parce que si vous avez la moindre... Pensez-y, si vous voyez le moyen de la prochaine fois d'en parler, ça oui, oui, tout à fait. Eh bien voilà.